Nous recevons le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je vous en prie, rejoignez-nous. Beaucoup des sujets que nous avons évoqués. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Asseyez-vous, Gérald Darmanin. Merci beaucoup d'être là. Évidemment, vous êtes là à plusieurs titres. Vous êtes le ministre au cœur de l'État dans des heures troublées, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Jeux Olympiques, ce qui va se passer cet été, les passations de pouvoir éventuelles, une grande partie qui est liée à votre ministère. Et puis évidemment, la campagne. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Regardons d'abord la projection que nous publions ce soir. Projection en siège avec toutes les prudences d'usage sur le fait que ça dépendra beaucoup des désistements, des recommandations de second tour, etc. Mais enfin, votre première réaction quand vous voyez ceci est évidemment le recul de fait de ce qui était, ou ce qui est encore la majorité présidentielle. Non, mais c'est une campagne et c'est une campagne difficile. Les Français ont voté contre nous, contre le président de la République, contre sa majorité aux élections européennes. L'Assemblée était bloquée. 2022 n'était déjà pas une grande victoire, puisqu'il y avait une majorité relative pour la majorité présidentielle. Et on voit bien que sur le terrain, les gens sont à la fois en colère, se posent des questions, parfois un peu perdus aussi, il faut bien le dire. Après, comme vous l'avez dit vous-même, je pense que les projections, ça dépend beaucoup des circonscriptions. Puisque là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on vote pour le député de son coin, si j'ose dire. C'est pas un vote national. Donc je pense que si vous demandez aux électeurs qui habitent à Luin, dans ma circonscription, qu'est-ce que vous voteriez, je pense qu'ils vous répondraient sans doute RN. À 40%, ils ont voté RN. Et je crois savoir que beaucoup de gens à Luin, par exemple, me disent « Oui, mais toi, on te connaît, c'est pas pareil. Toi, on t'aime bien, t'es l'élu du coin, t'es l'enfant du pays. » Et ils peuvent à la fois voter Gérald Darmanin à l'élection de député et voter pour le RN à une élection nationale. Donc je pense qu'il faut prendre aussi ça avec beaucoup de pincettes. Vous faites une chose assez anormale en politique, allez, un compliment, c'est rare dans les interviews, mais vous êtes loyal avec le président de la République. En ces temps que nous vivons, c'est assez rare, vous dites, et vous répétez, il y a une classe gaulienne dans ce qu'il a fait. Il y a un choix courageux du président de la République, c'est sûr. Moi, j'aime pas trop les gens qui, pendant 7 ans, font des sourires au président de la République pour être nommé à des postes, et puis lui tournent le dos et lui crachent dessus lorsque les choses vont mal. C'est pas ma conception ni de la loyauté ni de l'amitié. J'ai toujours été loyal au président Sarkozy, que j'ai servi. J'ai eu un grand bonheur de servir. Même dans les moments difficiles, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy. J'ai toujours été loyal à Xavier Bertrand, dont j'ai été le collaborateur. J'ai dirigé la campagne victorieuse dans les Hauts-de-France, et voilà, j'ai une grande amitié pour lui. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir des différences avec lui, même quand effectivement ça n'allait pas très fort pour lui. Et je suis loyal au président de la République. C'est pas mon ami, je le vous vois, mais j'ai été son ministre. Il n'y a aucune raison aujourd'hui, au moment où c'est plus difficile, de lui cracher à la figure. Qu'est-ce que vous constatez chez ceux-là qui sont différents, de l'ingratitude ? Non, mais je pense que c'est aussi un petit peu un manque d'expérience politique, si je peux me permettre, malgré mon jeune âge. C'est-à-dire certains d'entre eux en ont pas mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ce qui arrive à la majorité, c'est que c'est la première fois qu'une vague très défavorable se déroule devant les candidats, devant les chefs de la majorité. Et moi qui suis d'une terre très populaire, qui n'a jamais voté pour Emmanuel Macron ni pour Nicolas Sarkozy en très grand nombre, j'ai toujours été élu contre les vagues. L'implantation locale, le fait de connaître les gens, d'avoir été maire, de pouvoir avoir de la sincérité, de ne pas venir que pendant le moment des élections, fait que vous tempérez un petit peu le vent national. Gérald Darmanin, il y a plus que ça, vous le savez, pardon de vous interrompre, mais il y a un petit côté comme Madame Dubarry à l'échafaud. Encore une minute, Monsieur Le Bourg, beaucoup de vos collègues ministres auraient préféré rester quelques mois de plus ministre, avoir peut-être les Jeux Olympiques, un certain nombre de moments flatteurs, espérer même durer plutôt que de tomber comme ça. Mais je pense que le président de la République a pris une décision qui l'honore, puisque, au contraire, elle montre que nous ne sommes pas je mets des guillemets, des maréchaux d'empire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas installés. C'est pas à nous le pouvoir, c'est au peuple. Le peuple choisit. Alors on peut toujours se dire, moi j'aurais préféré faire les Jeux Olympiques, chez une des circonscriptions les plus difficiles des ministres du gouvernement. Bien sûr qu'on préférait être en responsabilité. Quand Monsieur Le Maire parle de cloporte, il utilise ce mot de cloporte. Il parle de certains collaborateurs du président, pas du président. Oui, évidemment, il ne l'aurait pas dit il y a 3 semaines. Il faut interroger Bruno Le Maire. Moi, j'ai beaucoup. Comment est-ce que vous qualifiez beaucoup de sympathie pour Bruno. Il faut quand même lire ce que dit. On est là, votre collègue ministre. Il y a encore. Vous êtes dans le même gouvernement encore. Pardon. Lisons la déclaration. Les parquets des ministères et des palais de la République sont pleins de cloportes. Il y a toujours eu des cloportes, cela fait partie de la vie politique française. Il est très difficile de s'en débarrasser. Le mieux de ne pas les écouter et de prendre ses décisions en conscience. Ah voilà, le mieux c'est de ne pas les écouter, oui. Mais c'est pour ça que quand vous avez un chez vous, moi je pense que l'élite a fait sécession. Il y a des théories comme celle de M. Guidi, mais sans caricaturer. Je pense que l'un de nos problèmes dans notre pays, c'est que l'élite a fait sécession. C'est que les hommes politiques
les journalistes, les magistrats, les grands chefs économiques n'habitent plus parmi les gens. Ils sont souvent à Paris. Ils ont souvent fait de très grandes études. J'espère que vous admettez certains, pas tous. Non, mais bien sûr, je généralise pour le besoin de la cause, bien sûr, puisque j'espère être une exception de ça, et je vous la retourne bien volontiers. Bon, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est une remise en cause de ce que doit être aussi cette élection, ou les élections. Pourquoi le RN monte autant, pourquoi LFI monte autant? C'est parce que je pense que le peuple ne voit plus les personnes qui décident. Est-ce qu'en ce sens, vous estimez là que Emmanuel Macron a créé une rupture qui va, en termes vraiment de philosophie politique, qui va au-delà de simplement rebattre les cartes? Non, je pense que ce point est très important. Je termine et je vais répondre à votre question. Et ça, c'est très important que les gens, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, puissent vous engueuler chez le boulanger. Alors c'est sûr que vous allez acheter votre pain rue Claire tous les week-ends, vous risquez pas, rue Claire à Paris évidemment, vous risquez pas d'avoir le même prix de la baguette que celle de Tourcoing. Bon, quand vous n'avez pas les mêmes lieux de socialisation, les mêmes rencontres, alors je pense qu'il se passe quelque chose comme aujourd'hui, une séparation entre le peuple et l'élite qui se venge du coup. Mais Madame Le Pen, c'est pareil. Ou M. Mélenchon, c'est pareil, ou M. Bardella, ils font partie de cette élite. Ils n'habitent pas en province, ils sont aussi bien nés, ils ont aussi du capital. Viendra leur tour dans l'impopularité. Ce qu'il faut changer, c'est pas... Là, il y a une élection et je respecterai le vote des Français, évidemment. C'est la façon de faire de la politique. Moi, je crois que pour être politique, il faut être élu. Là, j'avais une différence avec parfois le président de la République, qui n'a pas toujours mis des élus au gouvernement. Je pense qu'il faut avoir été maire. Je pense que c'est important d'avoir compris quelle était la difficulté de construire une crèche ou les difficultés de stationnement de nos concitoyens. Ce matin, j'ai passé mon temps dans une fête d'école où les gens m'ont dit j'ai des problèmes évidemment dans ma rue. Et ça, vous voyez, c'est la confiance qui permet d'expliquer des décisions difficiles. S'il y a bien un problème, une différence avec notre façon de faire de la politique, c'est qu'on a été collectivement un peu trop parisien. Monsieur le ministre, entrons dans les hypothèses. Et ce n'est pas seulement de la tambouille politique. Vous savez que beaucoup de Françaises et de Français sont inquiets. Comment la France sera gouvernée là dans quelques jours, pas dans 6 mois. Donc entrons, si vous voulez bien, dans quelques hypothèses quand on regarde les chiffres de notre projection. Est-ce qu'il y a selon vous une marge encore pour le président de la République? On pense à cette hypothèse d'un gouvernement d'union, un gouvernement technique où on dirait voilà, il n'y a pas de majorité absolue, donc on essaye ça. Ça a marché dans d'autres pays, l'Italie, Mario Draghi, ce genre de cas de figure. Est-ce que cette hypothèse existe dans les esprits? Je suis en campagne permanente. Je n'ai pas le temps de me poser les questions que vous vous posez. Moi, mon sentiment, j'en ai parlé avec aucun des responsables de majorité, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Le peuple va trancher. Il faut donner le pouvoir à ceux qui vont gagner. Des vrais politiques. Non mais c'est normal, c'est la démocratie. Je constate d'ailleurs que ni M. Bardella, ni M. Mélenchon ne se présentent au suffrage des Français. Premier accro à la démocratie. Manifestement, M. Bardella n'a pas trouvé un endroit pour se présenter aux élections, parce qu'on sait tous qu'il est parisien, et M. Mélenchon, pareil, on sait tous qu'il est parisien. Donc d'abord, la critique que nous faisons, elle commence à se retourner. Je le note. Je me mets en danger devant les électeurs, comme d'autres personnalités, et les électeurs de Tourcoing, d'Avay-la-Lys, font choisir s'ils me gardent ou ne me gardent pas. Deuxièmement, moi j'entends M. Bardella dire « je ne gouvernerai pas si je n'ai pas de la majorité absolue ». Donc il attend quoi? Il attend que la piscine soit très chaude à 38 degrés, que tout le monde le regarde, qu'il n'y ait pas de vent, que les photographes soient bien mis pour pouvoir sauter. Mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est évidemment quand c'est difficile que vous reconnaissez un homme ou une femme politique d'envergure. Ça, c'est pardon, cette déclaration en première version. Il a quand même évolué ce matin. Vous avez raison, il change beaucoup d'avis de manière générale. Ce matin, il dit qu'il a son gouvernement. Il dit même que les coups de fil ont été passés, qu'il a l'architecture de son gouvernement. C'est de la prétention alors, parce que avant la chasse, c'est pas très bon en général de se répartir déjà le gibier. C'est imprudent de sa part. C'est un manque, me semble-t-il, d'expérience. Monsieur Bardella a sans doute des qualités, mais il n'a pas d'expérience. Il dit qu'il va gouverner le pays en père de famille. Quelle est son expérience de vie? Il n'a jamais été maire, il n'a jamais rien dirigé, il n'a fait que de la politique. Je regrette, c'est ce que je pense avoir été un de nos défauts chez nous. Ne pas avoir des gens qui ont dirigé des choses concrètes. Quand j'étais maire de Tourcoing, j'ai bien plus appris que si j'avais fait l'ENA. Et j'ai pas fait l'ENA. Gérald Darmanin, pour répondre à votre question, pour répondre à votre question, je pense que le gouvernement technique est une erreur. C'est le contraire de la politique. Il faut que les politiques qui se présentent au suffrage assument les promesses qu'ils font devant les Français. Quand on vous entend, on a l'impression que vous insistez là-dessus. Le retour des vrais politiques. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. On a vu François Hollande qui boit son verre, qui fait la tournée de sa Corrèze, etc. François Hollande n'est pas mon modèle absolu. Je veux bien croire. Mais enfin, c'est un vrai politique. De ce point de vue-là, on ne peut pas lui enlever ça. Est-ce que c'est le retour, au fond? Est-ce qu'il y a quelque chose comme une parenthèse qu'on referme? Mais la politique, c'est beau. C'est noble. Il est 18h30, 19h. Je suis sur votre plateau. Je pourrais être avec mes enfants et ma famille ou partir en week-end. Ce matin, j'étais aux fêtes d'école de ma commune.
je pourrais très bien, comme beaucoup de Français, le dimanche matin, essayer de me reposer en famille. Il y a des gens qui font ça, quel que soit leur bord politique, et c'est noble, parce qu'ils sont à l'écoute de leurs concitoyens. Ils essayent de transformer la colère, l'énervement, l'énergie, les propositions en intérêt général. Donc moi, je pense que oui, les politiques, ils doivent pouvoir être le seul qui permet, me semble-t-il, de pouvoir transformer la technique en compréhension pour les gens. Et les gens, ils reconnaissent ça. Quand ils vous serrent la main, les gens, vous savez, ils prennent votre pouls. Ils savent très bien si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Il y a plein de gens qui ne se pensent pas comme moi à Tourcoing et qui votent pour moi parce qu'ils me trouvent sincère. Et ça, c'est important parce que seul le contact avec le peuple, quand vous êtes parmi le peuple, vous permet de porter la parole du peuple. Sinon, vous avez un œil qui est un fichier Excel, qui sont des trucs techniques incompréhensibles, avec parfois des gens qui parlent sur des plateaux télé de mots incompréhensibles. Vous savez, on a parfois le droit, nous, d'être lucides sur ce qu'on a fait de bien et de mal. On a fait des choses bien et on a fait des choses mal. Monsieur Darmanin. Je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire avec des mots français que tout le monde comprend et dire parfois, on a fait le maximum et on a parfois fait des erreurs. La puissance du RN, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le RN, c'est comme quand le Parti communiste était si fort il y a quelques décennies. Il y avait visiblement un manque social. C'est très comparable, c'est vrai. En quoi ? C'est le non NON. C'est non à la mondialisation, non à l'Europe, non au capitalisme effréné, non à la violence sociale, non à l'immigration, non au changement d'identité. Est-ce que c'est aussi un oui, de la même façon que le Parti communiste, pardon, je termine ma question, voulait plus d'acquis sociaux? Le RN exprime une volonté, un désir populaire. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, pardon, je finis, oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait qu'au fond vous payez cash aujourd'hui, notamment sur des sujets immigration, sécurité? Alors, votre question est assez complexe. C'est d'abord un non. Et c'est un non de déshumanisation, le vote RN, me semble-t-il. Dans ma circonscription, à Bousbecq, il y a une société qui s'appelle Alstom. Il y a 120 salariés. Des gens formidables, des ouvriers, souvent à la CGT, à la CFDT. Nous les sauvons en ce moment avec Xavier Bertrand. Mais nous avons mis 15 jours, Xavier Bertrand et moi, je suis ministre de l'Intérieur, il est président de région, à trouver qui dirigeait cette entreprise. Le patron, les ouvriers, on les voit. Les piquets de grève, on les voit. Mais le patron, il n'y en a pas. Il est dans un fonds d'investissement ailleurs dans le monde. Et ça, vous voyez, ça rend dingue les gens. De ne même pas avoir leur patron qui rencontre, qui explique ses décisions. C'est ça aussi le non du RN. C'est un non, me semble-t-il, de déshumanisation. Et nous avons trop accéléré cette déshumanisation. Des services publics totalement Internet, des politiques qui ne sont pas parmi les gens, des décisions pas claires à exprimer. Alors ensuite, il y a effectivement des valeurs ou des propositions à travers le vote RN, évidemment. Plus de fermeté, incontestablement, mais c'est pas moi qui vais dire le contraire, qui est porté un maximum de fermeté dans ce gouvernement. J'ai entendu tout à l'heure que vous parliez de la loi immigration. Bah oui, moi j'ai été un peu empêché pendant la loi immigration. Tout le monde sait que j'ai porté une loi très dure. Je constate d'ailleurs que beaucoup ont fait double jeu, dont le RN, parce qu'ils veulent vivre des problèmes et ne veulent pas les régler. Mais moi j'ai toujours porté une ligne plus dure sur l'immigration, plus dure sur la réponse pénale. J'ai pas toujours été entendu, j'ai parfois été entendu. Et oui, c'est aussi une demande, le RN, de plus grande fermeté. Est-ce que maintenant que vous êtes ou que vous serez libre, ça fait partie de votre programme? Est-ce que vous vous lancez dans quelque chose sur ces sujets-là précisément? Mais moi, j'ai toujours été libre. Il y a un an, je réunis mes amis à Tourcoing pour dire que nous n'étions pas à l'écoute sociale de la population. Beaucoup de gens se sont moqués. Beaucoup de souliers de vernis de Paris se sont moqués. Je sentais venir cette colère parce que je suis de chez moi, du Nord. Voilà. Alors, je fais partie, évidemment, d'un gouvernement qui est en train de connaître une défaite aux européennes et des difficultés aux législatives. Mais pardon, vous dites que vous étiez empêché. Parfaitement là, vous loyal. ne serez plus empêché, vous serez libre. Là, vous serez complètement libre. Alors, vous aurez moins de pouvoir, mais vous serez complètement libre. Et moi je pense. Alors, si vous voulez que je vous dise ce que je pense demain dans ce qu'il faudra faire et que nous n'avons pas bien fait, il faut une réponse pénale plus ferme. Je pense que le refus des peines planchées était une erreur. On aurait dû remettre les peines planchées. Je pense que Parcoursup est une erreur. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont du stress du résultat de Parcoursup que du bac de leurs enfants. Quand je vois des jeunes infirmières à Tourcoing qui doivent prendre un coach Parcoursup, faire des lettres de recommandations sur 30 vœux alors qu'ils veulent faire infirmière, je pense que ça rend un peu dingue les gens. Ça, c'est une erreur de notre côté. Je pense que nous avons à améliorer un certain nombre de choses. Et oui, bien sûr, le temps de la campagne et le temps demain, peut-être, d'une autre forme de vie politique doit nous amener à réfléchir sur ce qu'on a mal fait et bien fait. En même temps, on a fait des choses formidables. S'il y a 15 000 policiers et gendarmes de plus, c'est grâce à notre gouvernement et c'est grâce au président de la République. Le Covid, tout le monde ne peut pas faire semblant que le Covid, ça n'a pas été un moment important pour les Français. Les PGE, les boîtes se sont sauvés. Et là, par exemple, il y a des choses à changer. Les PGE, qu'est-ce qu'ils me disent les artisans? Ça dure que 4 ans, on va les rembourser. Faisons une proposition, étalons-les sur 10 ans. Donc il y a des choses bien et des choses moins bien.
Il faut regarder lucidement les choses qu'on n'a pas bien faites. L'avenir, Gérald Darmanin, le centre de gravité de la politique française est visiblement, s'est déporté en grande partie sur la droite. Est-ce qu'il faudra en tenir compte? Oui, bien sûr. Le pays est en très grande partie à droite. Il est en fait le pays, je crois, très dur sur les questions régaliennes, la police, la justice, l'immigration. Et il est à la fois pas libéral sur le plan économique, il n'est pas socialiste, mais il n'est pas libéral au sens où il est pour l'écoute sociale. Si on utilisait des mots anciens, je dirais gaulliste social. Je pense qu'il est quand même pour l'intervention dans une certaine mesure. Voilà, et que nous devons être attentifs à l'autre. Donc je pense que nous avons évidemment apporté, moi je pense que ce qui va gagner demain ou après-demain, ce sera un projet qui sera à la fois de la fermeté sur le plan de la justice, de l'immigration et de la sécurité, et de l'écoute sociale. Et je pense que nous sommes capables, il y a des gens de droite comme ça, comme Philippe Séguin, qui l'ont porté jadis, ils n'ont pas été en responsabilité mais qui l'ont porté jadis, faire du travailler plus pour gagner plus et en même temps de la fermeté. Ça a toujours été ce que j'ai porté et je pense que c'est demain ce qu'il faut construire. Quelle sera la traduction politique dans les pays qui nous entourent? L'Allemagne est là un grand centre droit puissant, ils ont même gagné les élections. La CDU, grand parti traditionnel. C'est pas le même mode de scrutin. Ben, bien sûr, mais enfin ils ont quand même gagné. Est-ce qu'en France il y a cette quasi-disparition des LR? Quand on regarde ce qui pèse aujourd'hui, c'est quand même pas grand-chose par rapport à ce qu'ils étaient. Est-ce que ça peut renaître? Oui, parce que les LR disparaissent, mais la droite est là. Donc il faut reconstruire. Voilà. Donc moi, modestement, demain, à ma place, je lancerai un certain nombre d'initiatives pour reconstruire cette droite et ce centre très important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter avec des gens de gauche. Moi, travailler avec Jean-Yves Le Drian était un bonheur. C'était un homme formidable, on a raison de travailler avec lui. Est-ce que c'est le meilleur rempart contre les extrémistes, notamment de droite, comme on le dit souvent, l'extrême droite? Est-ce que cette droite libérale, traditionnelle, qui a quasi disparu, c'est un peu méchant, c'est tellement réduite, c'est le meilleur rempart contre l'extrême droite? Mais nous ne pensons pas du tout pareil que l'extrême droite. C'est ce que M. Ciotti n'a pas compris. Moi, je n'ai rien contre M. Ciotti particulièrement, mais ce n'est pas du tout la même chose. Mme Le Pen, elle a un programme communiste. La droite française, elle ne peut pas mentir aux gens en disant on fait la retraite à 60 ans. La droite française, elle ne peut pas dire on rase gratis en baissant la TVA à tout le monde, sans jamais expliquer quelle recette. Parce que vous savez ce qui va se passer. Il va se passer que c'est toujours les gens du peuple qui payent les démagogies. Et à la fin, il n'y a jamais assez de riches pour payer cette démagogie de 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards. Les Français, ils le savent très bien, ils sont pères et mères de famille, ils dirigent une association, ils dirigent une entreprise, ils dirigent leur ferme. Ils voient bien qu'en phase de dépenses, il faut des recettes. Donc, nous ne pensons pas pareil que Mme Le Pen économiquement, du tout. Et nous ne pensons pas pareil que Mme Le Pen et M. Bardella non plus sur les questions d'identité. Moi, je ne suis pas pour qu'on trie les personnes en fonction de leur origine ou de leur religion. Mon grand-père était tirailleur algérien. Il a servi la France en chantant « C'est nous les Africains ». Mon deuxième prénom, c'est Moussa. Et je suis profondément français. Je suis très attristé de voir que des personnes vont essentialiser des personnes par leur origine. Et en même temps, je pense qu'il est tout à fait juste de dire, ce que j'essaie de faire avec la loi immigration, et pour le coup ça a marché, puisqu'en 24 heures, nous expulsons des imams radicalisés désormais, on doit juger les étrangers pour ce qu'ils font. Est-ce que vous Quand ça déconne, on doit partir de notre pays. Quand on a envie de s'intégrer, on doit les accueillir. On ne pense pas pareil du tout. Craignez-vous qu'une victoire du RN décomplexe le racisme, qui est un retour de racisme aggravé en France? Alors, moi je pense que les électeurs du RN ne sont pas racistes. Je pense qu'une grande partie des dirigeants du RN ont des réflexes culturels qui ne sont pas du tout les miens et qui peuvent effectivement être inspirés d'une forme de rejet de l'autre, mais ce n'est pas le cas de tous les dirigeants du RN non plus. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes d'ultra-droite comme d'ultra-gauche, et les filles étaient le même danger. Moi, je veux bien expliquer que les filles étaient un très grand danger, qui fait aussi très peur à nos concitoyens, et à forte raison. Oui, il y a des possibilités pour que lorsque, malheureusement, on laisse sortir un certain nombre d'expressions, de comportements, on désinhibe. C'est possible, en effet. Et je sais qu'il y aura des policiers, des gendarmes, des préfets républicains pour empêcher ça. Vous avez annoncé la volonté de dissoudre le GUD, le groupe Union Défense, qui a été dans l'histoire de l'extrême droite une sorte de nervis historique depuis, je crois, 1968. Où en est cette dissolution? Je l'ai proposé au président de la République, puisque dans notre Constitution, c'est le président de la République qui prononce en Conseil des ministres les dissolutions, comme je l'ai fait pour beaucoup d'associations islamistes radicales ou comme d'associations d'ultra-gauche. Et voilà, donc nous avons encore quelques conseils des ministres quand même avant la fin de ce gouvernement. Et donc le président de la République décide de l'ordre du jour et ce sera mercredi prochain ou mercredi d'après. Ça veut dire que mercredi prochain ou mercredi d'après, le GUD pourra être dissous? C'est à la disposition du président de la République, comme une autre association qui s'appelle Les Remparts, c'est un député, M. Thomas Rudigos, qui m'avait le premier montré les dossiers de ces funestes personnages qui seront aussi dissous. C'est une association qui est à Lyon. Il y a eu dans le passé des liens considérables, récurrents entre le FN et le GUD.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui des liens subsistants avec le parti de Mme Le Pen? Je ne fais pas partie du Rassemblement national ni du GUD, donc c'est à eux qu'il faut leur poser la Vous êtes question. ministre de l'Intérieur. Oui, mais moi je suis tenu au secret, et dans ce monde un peu confus, il y a deux, trois choses qu'il faut garder solides, notamment le secret professionnel. Le risque qu'il y ait, là, après le 8 juillet, du chaos dans la rue, des violences? Oui, ce risque existe, bien sûr. Des ultras des deux côtés. Il y a des fichiers S islamistes radicaux, c'est la première menace qui nous touche. Et puis il y a des fichiers S d'ultra-gauche et d'ultra-droite. J'ai vu d'ailleurs que des partis les investissaient aux élections législatives. Je suis étonné d'ailleurs qu'on les commente comme si on commentait un match de football. C'est extrêmement grave que nos services de renseignement, nos policiers, nos gendarmes qui font un travail formidable, classent des personnes comme dangereuses, et que des partis qui se disent républicains investissent ces personnes dangereuses pour être députés. Je pense que ça montre qu'ils ne sont pas, eux, dans ce champ républicain. Vous parlez notamment du fichier S investi par la France Insoumise? Je ne fais pas de commentaires, puisque par principe, un fichier S, c'est normalement secret. La presse, je ne sais pourquoi, l'a divulgué pour ce monsieur, ce sinistre monsieur, mais c'est peut-être pas le seul sinistre personnage qui se présente aux élections. Gérald Darmanin, la situation, certains disent ubuesque, qui va se présenter dans les jours qui viennent. Vous rappelez le calendrier, 7 juillet, le deuxième tour. La nouvelle Assemblée devrait élire son ou sa présidente le 18 juillet, c'est bien ça? Oui, peut-être, vous me l'apprenez. Combien de temps est-ce que vous êtes encore ministre? Ça dépend du président de la République. La coutume républicaine veut qu'après des élections législatives, le Premier ministre présente la démission du gouvernement. Donc, quand le Premier ministre déposera la démission de son gouvernement, je ne serai plus ministre. Mais vous savez, quand vous êtes maire, vous passez votre temps à construire des choses que d'autres inaugurent. Ma successeur a inauguré l'école que j'avais construite en centre-ville. C'est très bien, parce que vous n'êtes pas propriétaire du pouvoir. Vous savez, le ministère de l'Intérieur, c'est un très beau ministère, très grand. Il a de grands préfets, de grands policiers, de grands gendarmes, de grands sapeurs-pompiers. Ils ont travaillé sous mon autorité depuis 4 ans. Tout le monde s'accorde à dire désormais, puisque même M. Bardella dit désormais que je suis un ministre de l'Intérieur formidable et que je dois rester pour les Jeux Olympiques. Je n'avais pas perçu cette critique positive, mais je la prends, c'est l'hommage sans doute du vice à la vertu. Je constate aujourd'hui que nous sommes prêts. Donc le prochain ministre de l'Intérieur, si ce n'est pas moi, aura la chance d'avoir un budget en augmentation, des effectifs en augmentation et un ministère qui marche et qui marche très bien. Je ne serai pas ministre de M. Bardella ou de M. Mélenchon. Voilà. Donc si M. Bardella ou M. Mélenchon gagnent des élections, les Français auront les conséquences de leur choix. Et c'est tout à fait normal parce que je suis un démocrate. Et il aura un ministère en état de marche. À lui de ne pas le casser. Demain, peut-être, un gouvernement d'union, il reviendra au président de la République, peut-être d'essayer de nommer un Premier ministre qui réussirait à tenir le coup face à l'Assemblée nationale, de ne pas être menacé par une motion de censure. Et si le président de la République vous demandait de rempiler, dans ces circonstances, le feriez-vous? Je ne fais pas de politique fiction. Moi, je me présente pour être député de ma circonscription à Tourcoing et je compte bien être député de ma circonscription à Tourcoing. Mais si ça arrivais? Alors, ma grand-mère disait que Thio, c'est ce qu'elle était du Nord, elle était du bassin minier, disait avec des scies, on met Paris en bouteille. Donc voilà, je mets pas de scies, moi, j'essaye d'être un garçon concret. Je convainc les électeurs un par un. Je sais que c'est pas facile, qu'ils ont de la colère. Je sais qu'ils ont de l'appréhension. Je ne pense pas que j'ai gagné d'avance. Et modestement, je suis parmi les miens et j'essaie de les convaincre que je suis la meilleure personne pour les défendre. Une page est tournée, quoi qu'il arrive. Mais non, la politique, c'est de service de la France. Moi, j'aurais eu l'honneur de servir la France 7 ans. Ministre des Comptes publics, où je vous rappelle que le déficit a baissé pendant les 3 ans que j'étais en responsabilité sous Édouard Philippe, et où j'ai fait l'impôt à la source, qui a révolutionné la vie des Français. Ministre de l'Intérieur, pendant 4 ans, ça fait 40 ans que c'est pas arrivé. J'ai une chance incroyable que les Français m'aient fait confiance. Quelle est la marge qui reste à Emmanuel Macron? On va assister à une situation où potentiellement c'est à nouveau une cohabitation. Quelle sera sa marge? Mais la Constitution de la Ve République, vous savez, elle en a vu d'autres. Je rappelle qu'en 1958, il n'y avait pas de majorité pour le président de la République. Et qu'il a fait un référendum en 62. Et qu'il a fait des dissolutions en 62. Puis en 68, en 67, à une voix près. On attendait la voix de Michel Debré de La Réunion. Le président de la République, Charles de Gaulle, dit d'ailleurs à Pierre Fitte comment il aurait fait à l'époque. Il aurait nommé un gouvernement de techniciens, a-t-il dit à Pierre Fitte. Puis il y a eu la cohabitation, rappelez-vous, Verdun sur le Doubs, Giscard d'Estaing. Puis l'alternance, on a dit qu'avec Mitterrand, tout allait... Bon. Donc vous savez, la Ve République, c'est une magnifique constitution, tout est dedans. Le président de la République nomme les préfets, c'est le gouvernement qui les propose. Le président de la République signe les ordonnances, c'est le gouvernement qui les propose. L'Assemblée a un contrepoids. Et donc, vous savez, il ne faut pas réinventer ce qu'il y a de plus beau dans notre République, l'état de droit et notre Constitution. Ce qu'il faut faire attention, en revanche, c'est que personne n'abîme cette Constitution et n'abîme notre état de droit. Je lisais que vous avez déjeuné avec Édouard Philippe, c'est exact? Tout à fait, dans un excellent restaurant portugais chez moi. Voilà. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Des amabilités. Je connais Édouard depuis extrêmement longtemps. On a été députés ensemble, j'ai été son ministre. Et voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on construise ensemble quelque chose demain, bien sûr.
Construire quoi? Il faut construire sans doute ce qui nous permettra de gagner en 2027, l'élection présidentielle. Le pire pour nous, c'est un extrême qui est élu président de la République. Le président de la République, il a été très courageux. Et il a pris une décision qui, je crois, est très humble. Le retour au peuple. Il faut qu'on utilise ce temps pour gagner, pour donner une majorité au président de la République. Et si nous n'avons pas de majorité, pour construire la suite. Et Édouard Philippe, comme d'autres, peut-être modestement comme moi, auront à participer à cette construction. On rappelait tout à l'heure le sondage des Françaises et des Français, enfin des dirigeants français considérés comme ceux dont on voudrait voir le plus d'influence dans les mois qui viennent. Vous êtes cité, vous n'êtes pas le premier, mais enfin, il y a Jordan Bardella en tête. Mais ensuite, il y a Édouard Philippe, il y a vous, quand même dans le début de la liste. Est-ce que vous êtes complémentaires? Est-ce que vous serez complémentaires, Édouard Philippe et vous? Non, mais il y a beaucoup de gens de grande qualité dans la majorité. Mais là, je cite ces deux. Vous avez déjeuné. Voilà. Non, mais oui, un déjeuner ne fait pas le printemps non plus. En politique, on ne déjeune pas que pour le charme de la nourriture portugaise. D'abord, j'aime, c'est très bon, le reste, voilà, la cuisine portugaise, c'est très bon. Puis ils ont gagné le soir même, vous avez vu le match de football. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, c'est un ami. Et je pense qu'il pense en grande partie comme moi, qu'il faut reconstituer un droite et un centre fort. Voilà. Deuxièmement, il faut un projet. Vous savez, la politique, ça peut être un concours d'images ou de TikTok ou de vidéos ou de selfies, parce que dans ces cas-là, on désespère Billancourt, comme on disait à l'époque. Quel projet pour la France? Est-ce que nous sommes capables de présenter un projet qui renoue avec l'âme de notre nation et qui trouve plus de 50% des Français qui nous font confiance? Aujourd'hui, nous ne l'avons pas forcément. Et donc, j'ai dit à Édouard Philippe qu'il fallait que nous construisions à plusieurs ce projet, et viendra le moment où on trouvera le ou la candidate qui, unique, pourra battre, je l'espère, les extrêmes sur un projet. Parce que les Français en ont marre de voter contre. Avec des primaires? On verra bien. Je pense que, vous savez, c'est un moment très particulier. On n'a pas terminé d'élire les députés. Donc on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais encore une fois, les Français ne veulent plus voter contre. Moi, je l'entends, des gens qui en ont marre de voter contre le RN. Ils ont raison. Voilà, il faut voter pour quelque chose. Et donc, mon modeste rôle, si je suis élu député, ce sera de construire pour qu'on puisse voter pour quelque chose. La droite libérale, la droite démocratique, appelons ça comme on voudra, elle a représenté en France un énorme courant. Vous avez cité, je crois, 2 fois au moins le général de Gaulle, mais ça a été ensuite le RPR, ça a été Jacques Chirac, ça a été Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce parti peut renaître? Je ne sais pas si c'est un parti ou un nouveau parti, je ne sais pas si c'est un... En tout cas, l'humus, la culture, les réflexes, les électeurs, les élus locaux existent. La droite française existe et elle est, on le sait tous, majoritaire dans les têtes. Il faut qu'un jour elle soit majoritaire dans les voix. Bon, aujourd'hui, et je pense que c'est une grave erreur qu'ont fait les LR. D'abord de nous avoir exclus, nous qui avons soutenu le président de la République, on avait finalement un peu raison. Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu et d'autres. Je pense qu'il faut savoir faire la paix des braves, comme on disait à l'époque, et reconstruire ensemble. En tout cas, moi, ma main est tendue d'abord pour faire gagner la majorité autour du président de la République et demain pour reconstruire une candidature avec un projet pour 2027. Gérald Darmanin, j'aimerais que vous écoutiez Mathieu Kassovitz. Je ne sais pas si vous l'avez entendu sur notre antenne non, hier. je ne l'ai pas entendu. Écoutez Mathieu Kassovitz. Il a fait une réaction qui a provoqué un déluge de réactions, de commentaires. Il tient un propos très, très équilibré qu'il faut entendre exactement. Il n'est pas pour le RN, mais il dit en quelque sorte peut-être que c'est le moment où il faudra l'essayer. Et Dieu sait s'il est opposé au RN. Il dit bien que sa famille reste tout à fait opposée à ceux qu'il appelle même les fachos. Mais il dit peut-être qu'il y a une sorte d'heure du RN. Écoutez-le très exactement et vous réagirez. Le problème des fachos, c'est qu'il suffit de... Vous savez, quand on parle des extrêmes, c'est 3000 personnes en France qui sont prêts à... qui lèvent le bras et qui font le salut nazi, c'est pas plus. Donc c'est pas... ça compte pas sur grand chose. Mais 3000 connards sont capables de faire ce que 10 000 pacifistes ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire taper sur les autres. Moi, j'ai toujours été un petit peu dans l'attente de l'arrivée du FN pour voir quelle est la vraie réaction des Français. Est-ce qu'on est vraiment... le pays des droits de l'homme ou est-ce qu'on est devenu autre chose? C'est aussi intéressant parce que peut-être qu'on est devenu autre chose et il faut accepter ça aussi. Peut-être que le FN a sa place en France et peut-être que ils vont faire un meilleur boulot et peut-être que, en tout cas, c'est peut-être une expérience à essayer. Moi, je pense qu'on ne saura jamais vraiment qui on est si on n'est pas passé par ce stade-là. Alors que soit Jordella, Le Pen ou quelqu'un d'autre, je pense qu'à un moment on va basculer. Monsieur le ministre, que répondez-vous à Mathieu Kassovitz? Encore une fois, c'est tout sauf un électeur RN, on l'a bien compris, mais ce sentiment qui habite un certain nombre de gens qu'il y a un moment RN. Non, moi je ne lui réponds rien, il a le droit de penser ce qu'il dit et
et de le dire. On n'a pas la même place dans la société. C'est un acteur extraordinaire. Il a le droit de donner son avis. Moi, je suis un acteur de la vie politique et je me bats pour que ça n'arrive pas. Après, moi, à partir du moment où il y a un jeu démocratique, où les gens votent, il faut respecter ce vote. Voilà. Et je crois aujourd'hui que ce qui la gauche devrait comprendre, il y a beaucoup d'électeurs de gauche socialistes, laïcs, qui viennent me voir pour dire « Monsieur Darmanin, je vais voter pour la première fois pour vous au premier tour parce que je ne supporte pas la France insoumise ». Ce qu'il faut aussi entendre, c'est qu'une grande partie de nos électeurs, des électeurs, de gauche comme de droite, ont plus peur de LFI que du RN. C'est incontestable. Donc moi, je me bats pour que ça n'arrive pas, parce que je pense que les conséquences de l'expérience, comme dit M. Kassovitz, c'est toujours le peuple qui paye. C'est le peuple qui paiera la démagogie de M. Bardella et de Mme Le Pen. Donc j'espère, parce que j'aime mon peuple, qu'il n'aura pas les conséquences de cette démagogie. Mais les électeurs vont choisir et seuls les électeurs ont raison. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci en campagne, je ne sais pas combien de fois, j'ai dû compter le nombre de fois où vous avez dit Tourcoing. Voilà. Parce que Tourcoing, c'est une très belle ville. Vive Tourcoing. Voilà, exactement, vive Tourcoing. Mais il y a aussi Neuville-en-Ferrain qui est très sympathique. On va devoir écouter tous les amis. Allez-y, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas peur de la circonscription de Tourcoing. Merci beaucoup.